Méditerranée orientale. Novembre 1956. Le ciel au-dessus de la mer est d'un bleu intense, presque métallique, comme poli par le vent de haute mer. Sur le pont du porte-avions Arromanches, les techniciens s'affairent dans un silence tendu. La France est en guerre, une guerre que personne n'ose pleinement nommer. Au large des côtes égyptiennes, l'opération Musquette bat son plein. Les avions s'élancent, reviennent à la base, puis reprennent leur envol. Les moteurs rugissent. L'odeur du kérosène se mêle à celle de l'eau salée. Mais quelque chose manque. Dans les hangars de la Marine nationale, un projet sommeil, inachevé, presque abandonné, un avion conçu pour dominer les mers, retardé par des années de débats, de coupes budgétaires et de doutes institutionnels. Un appareil que certains officiers considèrent déjà comme une erreur coûteuse, avant même qu'il n'ait volé en opération, son nom, le Dassault Étendard 4. Et pourtant, voici tout le paradoxe de cette histoire, cet appareil, sur le point d'être presque effacé des programmes de défense, allait devenir pendant près de 40 ans l'épine dorsale de l'aviation navale française. Il allait former une génération de pilotes, participer à des conflits sur 3 continents et ouvrir la voie à des systèmes d'armes qui définissent encore aujourd'hui la projection de puissance depuis la mer. Mais pour comprendre comment un avion aussi controversé a pu accomplir tout cela, il faut remonter aux origines tumultueuses d'un projet né dans le chaos de l'après-guerre. La France de 1950 est un pays en reconstruction, cherchant sa place dans un monde profondément transformé. L'OTAN vient d'être fondée, la guerre froide impose ses règles implacables. Et la Marine nationale, humiliée par les années d'occupation et de faiblesse, nourrit une ambition farouche, posséder une aviation embarquée, digne de ce nom, capable non seulement de rivaliser avec les flottes soviétiques, mais aussi de s'imposer face aux alliés américains et britanniques qui dominent les mers depuis 1945. C'est dans ce contexte que naît l'idée d'un avion de combat embarqué de nouvelle génération. Un appareil polyvalent, capable d'assurer la défense aérienne du groupe naval, de mener des frappes au sol et de remplir des missions de reconnaissance. Sur le papier, le cahier des charges est ambitieux. Peut être trop ambitieux pour une industrie aéronautique française qui sort à peine de ses décombres. Marcel Dassault, lui, ne doute jamais. C'est une constante chez cet homme, cette certitude tranquille, presque irritante, que ces ingénieurs peuvent résoudre n'importe quel problème d'aérodynamique si on leur en donne le temps. En 1953, son bureau d'études présente les premières esquisses de ce qui deviendra l'étendard. Le nom lui-même est une déclaration d'intention. Un étendard, c'est une bannière que l'on porte au combat, que l'on brandit face à l'adversaire. C'est un symbole autant qu'un outil. Mais entre le symbole et la réalité, il y a un abîme que les années qui suivent vont cruellement révéler. Les premières versions de l'étendard, les variantes I, 2 et 3, sont des échecs successifs. Pas des échecs catastrophiques, pas des désastres techniques retentissants, mais quelque chose de plus insidieux. Des demi-réussites qui ne satisfont personne. L'étendard y vole en 1956, propulsé par un moteur Bristol Orpheus. Il est trop léger, trop limité en emport. L'armée de l'air, insuffisamment puissant pour les exigences navales, qui s'intéresse initialement au projet dans le cadre d'un programme OTAN de chasseurs légers, finit par se désister. Les Américains choisissent le Fiat G91 italien. Les Français se retrouvent seuls avec un avion que personne ne veut vraiment. Ce que personne n'avait prévu, c'est que ce rejet allait paradoxalement sauver le programme. La Marine nationale, observant les tergiversations de l'armée de l'air et les exigences de l'OTAN, décide de prendre les choses en main. Elle impose ses propres spécifications, ses propres priorités, et ces priorités sont claires. L'avion doit pouvoir opérer depuis un porte-avions dans toutes les conditions météorologiques avec une charge utile suffisante pour mener de véritables frappes. Il faut un appareil robuste, fiable, conçu pour résister aux contraintes brutales de l'appontage, ces chocs répétés qui brisent les cellules mal conçues et tuent les pilotes imprudents. C'est ainsi que naît véritablement l'étendard 4. Non pas comme une évolution progressive des versions précédentes, mais comme une rupture presque complète. Les ingénieurs de Dassault reprennent leur copie. Ils allongent le fuselage, renforcent la structure, repensent l'aile. Surtout, ils adoptent un nouveau moteur, le Snecma Atar 8, un turboréacteur développé en France à partir de technologies allemandes récupérées à la fin de la guerre, mais profondément transformées par les ingénieurs français. Ce moteur va changer la donne. L'Atar 8 développe une poussée de 4400 kg. C'est pas colossal comparé aux standards américains de l'époque, mais c'est suffisant pour propulser un avion de combat léger à des vitesses transoniques avec une fiabilité qui va rapidement se révéler remarquable. Et dans l'aviation navale, la fiabilité n'est pas une qualité secondaire, c'est une question de survie. Un moteur qui flanche au-dessus de l'océan, à des centaines de kilomètres de toute terre, c'est un pilote mort. La cellule de l'étendard IVM, le M pour marine, est une œuvre d'ingénierie discrète mais sophistiquée. Le M pour marine est une œuvre d'ingénierie discrète mais sophistiquée. L'aile en flèche à 45 degrés lui confère une bonne tenue à haute vitesse tout en conservant
des qualités de vol acceptables à basse vitesse, ce qui est crucial pour l'appontage. Les becs de bord d'attaque et les volettes de bord de fuite sont conçus pour réduire la vitesse d'approche au minimum nécessaire, permettant à l'avion de se poser sur les 165 mètres de pont, disponibles sur les porte-avions français de l'époque. Le train d'atterrissage est renforcé pour absorber les chocs de l'appontage sans que la cellule ne se déforme. Des crochets d'appontage robustes permettent d'accrocher le câble arrêteur avec une marge de sécurité suffisante, même dans des conditions de mer difficiles. Mais la véritable transformation allait venir d'un élément que peu de gens avaient anticipé, la capacité de reconnaissance. Dès les premières études opérationnelles, la marine réalise que ses porte-avions ont besoin non seulement de chasseurs-bombardiers, mais aussi d'avions capables de photographier les objectifs avant et après les frappes. L'information, dans la guerre moderne, est aussi précieuse que les bombes. Une variante de reconnaissance de l'étendard 4 est donc développée en parallèle, l'étendard IVP, où le P désigne photographie. Cet appareil emporte dans son nez redessiné jusqu'à 5 appareils photographiques de couvrir des zones entières à haute altitude ou de descendre à très basse altitude pour des missions de reconnaissance tactique rasante. Cette décision capable, prise presque en marge du programme principal, va se révéler d'une importance stratégique considérable. L'étendard IVP deviendra l'un des avions de reconnaissance les plus sollicités de l'aviation navale française le 20 et 1 juillet 1958, participant à des missions dont certaines restent classifiées encore aujourd'hui. L'étendard IVM effectue son premier vol. Dans le cockpit, le pilote d'essai de Dassault ressent immédiatement quelque chose de différent par rapport aux versions précédentes. L'avion répond. Il est vif, équilibré, prévisible des qualités rares et précieuses dans un appareil de combat. Les essais se déroulent avec une fluidité inhabituelle. Les problèmes sont réels, mais surmontables. La marine suit les résultats avec une attention croissante. En 1961, les premiers étendards IVM entrent en service à la flottille 15F basée à Yei. Puis vient la 11F, puis la 17F. Les pilotes découvrent un avion qui n'a rien du géant technologique américain, rien de la sophistication ostentatoire des dernières générations de chasseurs, mais il a quelque chose de plus précieux dans le contexte de l'aviation embarquée. Il est maniable, robuste et il pardonne les erreurs. Or, apponter sur un porte-avions ne pardonne rien. C'est peut être l'exercice le plus difficile de toute l'aviation militaire. Le pont bouge, l'horizon n'est pas fixe, la vitesse d'approche laisse une marge d'erreur de quelques nœuds, le câble arrêteur doit être accroché dans une fenêtre de quelques mètres, et tout cela souvent de nuit, parfois dans des conditions de visibilité réduites, avec la fatigue d'une longue mission opérationnelle. Les pilotes qui maîtrisent cet art ne font pas semblant d'être modestes, ils savent qu'ils appartiennent à une élite, et c'est dans cet univers exigeant que l'étendard 4 va progressivement s'imposer. Pas par des exploits spectaculaires, pas par des records de vitesse ou d'altitude, mais par une constance opérationnelle qui forge lentement une réputation, mais ce n'était que le début des problèmes, du moins en apparence. Car dans les couloirs du ministère de la Défense, des voix s'élèvent régulièrement pour questionner l'utilité de l'étendard. L'avion est transonique mais non supersonique, une limitation sérieuse à une époque où les chasseurs américains fracassent les records de vitesse. Sa charge utile est modeste, environ 1400 kg d'armement externe dans sa version de base. Son rayon d'action opérationnel, autour de 600 km, semble insuffisant pour des missions de projection lointaines. Et son avionique, en comparaison avec ce que les Américains développent sur leur F-4 Phantom ou leur A-6 Intruder, paraît presque artisanale. Ces critiques ne sont pas sans fondement. Mais elles passent à côté de l'essentiel. L'étendard 4 n'a jamais été conçu pour être le meilleur avion du monde dans toutes les catégories. Il a été conçu pour être le meilleur avion possible pour la Marine nationale française, avec les ressources disponibles dans le contexte stratégique de son époque. Et à cette aune-là, il accomplit quelque chose de remarquable. La première véritable mise à l'épreuve opérationnelle de l'étendard IVP vient en 1961 lors de la crise de Bizerte. La France et la Tunisie s'affrontent diplomatiquement et brièvement militairement autour de la base navale française de Bizerte. Les étendards IVP du porte-avions Clémenceau effectuent des missions de reconnaissance au-dessus des positions tunisiennes, fournissant aux commandants français des informations précieuses sur les mouvements de troupes et les installations militaires. C'est un baptême du feu discret, presque invisible pour le grand public, mais qui confirme aux officiers de la marine que leur pari sur l'étendard était justifié. Puis vient une période plus longue, plus complexe, faite d'interventions répétées dans les eaux troubles de la géopolitique africaine et méditerranéenne. Les porte-avions français le Clémenceau et le Foch, entrés en service respectivement en 1961 et 1963, deviennent des instruments de la politique étrangère française, cette politique si particulière que le général de Gaulle appelle l'indépendance nationale. Et sur leur pont, l'étendard 4 est l'outil principal de cette indépendance projetée. Ce que ces années révèlent, progressivement, c'est une vérité que les chiffres bruts de performance ne disent pas. Un avion de combat n'est pas seulement une machine. C'est un système qui inclut ses pilotes, sa maintenance, sa logistique, sa doctrine d'emploi, et sur tous ces plans, l'étendard 4 commence à montrer des qualités que ses critiques n'avaient pas anticipées. Les mécaniciens apprécient sa relative simplicité
capacité d'entretien. Dans l'environnement brutal d'un porte-avions, où le sel corrode le métal et où les vibrations incessantes fatiguent les structures, un avion facile à maintenir est un avion qui vole davantage. Et un avion qui vole davantage, c'est plus de missions accomplies, plus de pilotes formés, plus de données opérationnelles accumulées. La fiabilité de l'Atar 8 et plus tard de l'Atar 8B, qui lui succède, joue un rôle crucial dans cette équation. Les taux de disponibilité de l'étendard 4 finissent par dépasser ceux de certains avions, techniquement plus sophistiqués, mais plus délicats à maintenir. Les pilotes, eux, développent une relation particulière avec leur avion. Dans l'argot des flottilles, on ne dit pas qu'on pilote un étendard, on dit qu'on le monte. Comme un cavalier monte son cheval. L'image est révélatrice, l'étendard 4 est pas un avion que l'on subit. C'est un avion que l'on habite, que l'on apprend à connaître dans ses moindres réactions, dont on finit par anticiper les comportements avec une précision presque instinctive. Les pilotes chevronnés parlent d'une légèreté aux commandes, d'une transparence dans les réponses, qui rend l'appareil particulièrement adapté aux missions à basse altitude, ces raids rasants, où la marge entre la maîtrise et le désastre se mesure en mètres et en fractions de secondes. C'est précisément cette aptitude au vol à basse altitude qui va définir l'une des spécialités les plus redoutées de l'étendard IVP, la reconnaissance à très basse altitude, parfois appelée reconnaissance rasante. L'avion passe à quelques dizaines de mètres au-dessus des objectifs, ses caméras déclenchant automatiquement à des cadences élevées, enregistrant toute position militaire, mouvement de troupes, état des routes et des installations portuaires. Les films sont développés à bord du porte-avions dans les heures qui suivent et les photos sont entre les mains des officiers de renseignement avant même que les équipages adverses aient réalisé qu'ils avaient été photographiés. Cette capacité va prendre une dimension particulièrement importante lors du conflit qui marquera le plus profondément l'histoire de l'étendard, la guerre des Malouines de 1982. Attendez, la guerre des Malouines? La France n'y participait pas. Comment l'étendard 4 peut-il figurer dans cette histoire? C'est là que le récit prend un tournant inattendu et révélateur de la complexité des relations internationales de la guerre froide. En 1982, quand l'Argentine envahit les îles Falkland et que la Grande-Bretagne envoie sa task force pour les reprendre, la marine argentine dispose d'une flottille d'avions super-étendards. La version modernisée et considérablement améliorée de l'étendard 4 original, que la France avait exporté à Buenos Aires quelques années plus tôt, et ces super-étendards sont armés d'une arme redoutable, le missile Exocet AM-39. Le 4 mai 1982, deux super-étendards argentins décollent en mission. Ils volent à très basse altitude pour éviter les radars britanniques, remontent brièvement pour acquérir leur cible grâce à leur radar de tir, puis lancent leurs exocets avant de plonger à nouveau vers les flots. Les missiles suivent leur trajectoire rasante au-dessus de la mer. L'un d'eux frappe le HMS Sheffield, un destroyer de la Royal Navy. Le navire prend feu. 20 hommes meurent. Le Sheffield coule le temps mai. Ce n'est pas l'étendard 4 lui-même qui combat, c'est son descendant direct, le super-étendard, mais la filiation est indéniable, les principes de vol à très basse altitude, la doctrine d'attaque anti-navire, la capacité à mener des frappes de précision depuis la mer contre des cibles navales, tout cela a été développé, expérimenté et affiné sur l'étendard 4 original. La marine argentine avait appris à voler sur ses avions auprès des instructeurs français. Les tactiques qu'elle utilisait contre la Royal Navy portaient l'empreinte directe de 2 décennies de développement doctrinal français. Le choc est considérable dans les états-majors occidentaux. Personne n'avait vraiment cru qu'un missile anti-navire lancé depuis un avion embarqué pouvait couler un destroyer moderne en quelques secondes. Les Malouines changent tout. Elles démontrent que l'aviation navale de frappe, portée par des avions capables de voler vite et bas avec des missiles de précision, représente une menace existentielle pour les grandes flottes de surface. Et quelque part dans cette révélation stratégique, l'étendard 4, l'avion oublié, l'avion dont personne ne voulait vraiment trouver une reconnaissance posthume et inattendue. Revenons cependant à la France et à l'histoire directe de l'appareil, car pendant que le monde découvrait les capacités de son successeur dans l'Atlantique Sud, l'étendard 4 original continuait à servir discret et méthodique dans les flottilles de la Marine nationale. Tout au long des années 1960 et 1970, l'étendard IVM et l'étendard IVP participent à de nombreuses opérations dans les eaux françaises, méditerranéennes et africaines. Ils survolent le Liban lors des différentes crises qui secouent ce pays. Ils photographient les côtes libyennes, les installations militaires égyptiennes, les mouvements de navires dans des zones d'intérêt stratégique. Chaque mission est une collecte de données, une accumulation silencieuse d'informations qui alimente les centres de renseignement et informe les décisions politiques. Les pilotes qui ont volé sur l'étendard 4 pendant ces années témoignent d'une même réalité. L'avion demandait du respect, mais il récompensait la compétence. Le commandant Jean-Pierre Larieux, ancien pilote de la flottille Joseph, décrit dans ses mémoires la sensation de l'appontage de nuit sur le Clémenceau. L'obscurité totale autour du pont, les quelques lumières du système d'aide à l'appontage,
la vitesse d'approche calculée au nœud près et ce moment suspendu où l'avion touche le pont et le crochet cherche le câble. Soit il l'attrape et la décélération brutale vous plaque contre les sangles. Soit il le rate et vous remettez les gaz immédiatement pour un tour de piste supplémentaire. Il n'y a pas de demi-mesure. Dans l'appontage, il n'y a pas de rattrapage possible. L'étendard 4 enseignait cela mieux que n'importe quel manuel. Il formait des pilotes d'élite, non pas parce qu'il était indulgent, mais parce qu'il était honnête. Il réagissait exactement comme on pouvait s'y attendre, et cette prévisibilité dans un environnement aussi impitoyable que le pont d'un porte-avions valait plus que toute sophistication technologique. Mais ce n'était que le début de la transformation allait venir plus tard, et cette transformation, c'est précisément le passage à la génération suivante qui lui donna sa véritable dimension historique. Le programme Super Étendard, lancé à la fin des années 1960, vise à doter la Marine nationale d'une version radicalement améliorée de l'appareil. Nouveau moteur ATAR 850 plus puissant, radar de navigation et d'attaque modernisé, capacité d'emport de l'Exocet AM-39 et point crucial, capacité nucléaire tactique avec la bombe ASMP. Le Super Étendard entre en service en 1978 et progressivement, il prend en charge les missions de frappe que l'étendard 4 original ne peut plus assumer efficacement. Mais l'étendard IVP, lui, continue. La marine n'a pas de remplacement immédiat pour sa capacité de reconnaissance photographique. Et l'appareil continue à voler des missions opérationnelles bien au-delà de ce que ses concepteurs avaient imaginé. Il participera aux opérations au Liban dans les années 1980, survolera le golfe Persique lors du conflit Iran-Irak, photographiera des installations et des positions militaires dans des zones de crise que la diplomatie française surveille de près. Il ne sera finalement retiré du service actif qu'en 2000 après 40 ans de service opérationnel, un record de longévité qui dit tout sur la qualité fondamentale de la conception originale, 40 ans. 4 décennies pendant lesquelles l'aéronautique mondiale a connu une révolution technologique sans précédent. Les avions à réaction ont cédé la place aux appareils supersoniques, puis aux chasseurs de 4e génération dotés de radars à balayage électronique et de missiles à guidage infrarouge. L'électronique embarquée a transformé le cockpit en centre de traitement de l'information, et pendant tout ce temps, quelques étendards IVP continuaient à voler leur mission de reconnaissance, leurs caméras pointées vers les terres et les mers que la France voulait surveiller. Il y a dans cette longévité quelque chose qui force le respect. Non pas la nostalgie un peu naïve pour les vieilles machines, mais une admiration plus profonde pour la justesse d'une conception qui a su traverser les décennies en restant utile. L'étendard 4 n'a jamais été le plus rapide, ni le plus puissant, ni le plus sophistiqué. Mais il a été, pendant 40 ans, exactement ce dont la Marine nationale avait besoin. Un outil fiable, maniable, adaptable entre les mains de pilotes qui avaient appris à l'utiliser jusqu'à ses dernières limites. Les analystes militaires qui se sont penchés sur l'histoire de l'aviation navale française soulignent unanimement le rôle fondateur de l'étendard 4 dans la construction d'une doctrine et d'une culture. Avant lui, la Marine nationale n'avait pas vraiment développé une pensée cohérente sur l'emploi de l'aviation embarquée dans les conflits modernes. Elle opérait des avions, certes, mais sans la profondeur doctrinale qui transforme une capacité technique en véritable puissance militaire. L'étendard 4 a changé cela. Les 2 décennies pendant lesquelles il a été l'avion principal des flottilles ont permis à la marine de développer ses tactiques, d'expérimenter ses modes d'emploi, de former une génération de pilotes et de commandants qui ont pensé la guerre depuis la mer avec une rigueur nouvelle. Ces hommes sont ceux qui ont ensuite développé les doctrines du Super Étendard, puis du Rafale Marine. La continuité intellectuelle et humaine est directe et ininterrompue. Il faut aussi mentionner, avec l'honnêteté que l'histoire exige, les limites réelles de l'appareil. L'étendard 4 n'a jamais été un chasseur de supériorité aérienne capable de rivaliser avec les meilleurs avions soviétiques ou américains de son époque. Sa vitesse maximale, légèrement inférieure à Mach 1 empalier, le rendait vulnérable face aux intercepteurs supersoniques. Son radar, dans les premières versions, était rudimentaire. Sa capacité de combat nocturne, sans les systèmes d'armes modernes, qui arriveront plus tard sur le Super Étendard, était limitée. Ces lacunes ont été identifiées dès le début du service, et elles expliquent en partie la rapidité avec laquelle le programme de remplacement a été lancé. Mais l'histoire des armes est pleine de ces paradoxes. Les appareils les plus célèbres ne sont pas toujours les plus efficaces. Et les plus efficaces ne sont pas toujours les plus célèbres. L'étendard 4 appartient à cette seconde catégorie. Il a fait son travail, souvent loin des regards, dans la discrétion des missions classifiées et des opérations que les gouvernements successifs n'ont pas toujours tenu à médiatiser. Et c'est être cette discrétion même qui explique l'oubli relatif dans lequel il est tombé. En dehors des cercles de la Marine nationale et des passionnés d'aviation militaire, peu de Français savent ce qu'était l'étendard 4. Ils connaissent le Mirage, ils connaissent le Rafale, ils connaissent peu être le Super Étendard depuis les Malouines, mais l'étendard 4 original, l'ancêtre, le fondateur, reste dans l'ombre
nombre de ses successeurs plus glorieux. Ce documentaire est aussi, d'une certaine façon, une tentative modeste de rendre justice à cet oubli. Car si l'on cherche les racines de la puissance navale aérienne française contemporaine, on les trouve là sur les ponts du Clémenceau et du Foch, dans les cockpits de ces avions, au fuselage élancé qui décollaient à l'aube au-dessus de la Méditerranée. On les trouve dans les milliers d'heures de vol accumulées par des pilotes dont beaucoup ne sont plus là pour raconter leurs histoires. On les trouve dans les photos de reconnaissance développées dans les laboratoires des porte-avions, dans les rapports d'après-mission soigneusement archivés dans les dossiers de la marine, dans les leçons apprises au fil des années et transmises de flottille en flottille comme une tradition vivante. Le Dassault Étendard 4 a posé les fondations sur lesquelles la Marine nationale française a construit, pierre par pierre, une capacité de projection aérienne depuis la mer qui lui permet aujourd'hui d'agir à des milliers de kilomètres de ses côtes. Quand le Charles de Gaulle appareille pour une mission de frappe, quand ces rafales marines décollent avec leur charge d'armement guidée de précision, ils portent en eux, dans leur doctrine et dans leur culture, quelque chose qui vient de ces premières années, quelque chose qui vient de l'étendard. Ce n'était pas l'avion le plus rapide, ce n'était pas le plus puissant, ce n'était pas celui dont on parle dans les livres d'histoire populaire ou dans les films de guerre. Mais c'était l'avion qu'il fallait, au moment où il le fallait, et parfois, dans l'histoire des armes comme dans l'histoire des hommes, c'est la forme la plus haute d'excellence, non pas briller au-dessus de tous, mais être exactement à la hauteur de ce que la situation exige pendant aussi longtemps qu'il le faut. L'étendard 4 a été retiré du service en l'an 2000. Les derniers exemplaires de l'étendard IVP ont été ferraillés ou préservés dans quelques musées aéronautiques. À Rochefort, à Hyères, dans les anciennes bases de la Marine nationale, quelques avions immobiles rappellent aux visiteurs ce qu'était cet appareil. Leur cockpit vide regarde le ciel avec cette immobilité un peu mélancolique des machines qui ont fini leur temps, mais dans les flottilles qui volent encore, dans les cockpits des Rafales qui appontent aujourd'hui sur le Charles de Gaulle, quelque chose de l'étendard continue. Une façon de penser la mer, une façon d'aborder l'adversité avec calme et méthode, une façon de faire de la précision une vertu première et de la fiabilité un honneur. C'est peu être cela la véritable mesure d'un avion. Non pas ses performances dans les catalogues, non pas ses victoires dans les combats aériens, non pas les honneurs que lui rendent les foules lors des défilés, mais la trace qu'il laisse dans ceux qui l'ont piloté et dans ceux qui ont appris de ceux qui l'ont piloté. Une trace invisible mais réelle, transmise de main en main, de génération en génération, comme une flamme que l'on passe avant qu'elle ne s'éteigne. L'étendard 4 était peu être oublié, mais sa flamme, elle, brûle encore.